Pour commencer, je pars de ce qui ne ressemble pas du tout à un littoral, mais du sommet de la Terre. Cette photographie qui a été diffusée en mai 2019 et qui a beaucoup surpris cette file ininterrompue d'alpinistes pour gravir le sommet de la Terre. Et c'est ce que l'une des autrices qui a travaillé sur cette question a résumé en disant l'escalade réduite au tourisme, ce qui n'est pas flatteur pour le tourisme, ni pour l'escalade d'ailleurs. Et voilà, ce qui montre ce que je voulais montrer au début, c'est-à-dire que vous savez que les Grecs appelaient écoumène la partie habitée de la Terre. L'écoumène touristique, il est bien plus large que l'écoumène, proprement parlé, puisque les touristes maintenant sont partout, depuis le sommet de la Terre avec l'Himalaya. Soit dit en passant, ici, on voit sur le camp de base qui est juste en dessous de l'ascension finale, la conséquence, avec l'abandon de toute une série de détritus, de cette affluence au sommet de la Terre, et puis jusqu'à l'Antarctique, avec cette image qui m'avait beaucoup alerté pendant un confinement où une société de location d'avions s'était vantée d'avoir fait atterrir pour la première fois un Airbus commercial, un A340, sur le continent antarctique, et ce qui s'est traduit dès le rétablissement des flux touristiques pendant l'été austral 2022-2023 par une relation régulière entre le Cap et le continent antarctique. On a là un Airbus A340 qui ne fonctionne qu'en classe affaires, parce qu'il ne peut pas transporter plus de 35 ou 40 passagers dans la mesure où il n'y a pas encore de dépôt de carburant dans l'Antarctique, et par conséquent, il faut que l'avion parte avec de quoi refaire le retour en carburant. Et soit pour les touristes en question, ils restent 3 heures sur le continent antarctique, soit ils peuvent y séjourner 1 jour, 2 jours, 3 jours pour prendre une navette suivante, puisqu'on a commencé aussi à construire les premiers habitats touristiques sur le continent antarctique. Voilà comment le système touristique mondialisé a investi maintenant à peu près l'ensemble de la planète. Alors, dans un premier point, je vais parler des enjeux du tourisme dans un monde plein, parce que c'est ça qui caractérise à la fois notre monde et le tourisme qui fonctionne dans le monde en question. Alors, le départ, la remarque de base, elle est fondamentale, c'est la démographie. Si je la rapporte à ma propre existence, eh bien, je suis né à un moment sur Terre où il y avait à peu près 2 milliards d'habitants. Quand je faisais mes études, il y en avait 3. Et voilà, maintenant, il y en a un peu plus de 8. Et ce n'est pas tout à fait terminé, puisqu'on sait que la population mondiale va culminer un peu plus de 10 milliards d'habitants avant de connaître ensuite une décrue. Ça, c'est donc la donnée de base. En ce qui concerne le flux touristique, eh bien, si on y ajoute la démographie plus l'élévation moyenne du niveau de vie, en particulier dans les pays en développement, et je pense aux classes moyennes de plus en plus nombreuses en Chine, en Inde, en Indonésie, au Brésil, etc., eh bien, cela se traduit par, évidemment, une augmentation très rapide des flux du tourisme international. Alors là, ce sont les statistiques jusqu'en 2019, puisqu'ensuite, il y a eu la coupure brutale du Covid et qu'on n'a pas encore tout à fait retrouvé. On est sur le point de retrouver les nombres de 2019 en 2023, mais les projections montrent que ça va repartir à la hausse. Et encore, le tourisme international, ici, ce que collationne l'Organisation mondiale du tourisme, ce sont les arrivées internationales, et qu'il ne faut pas confondre avec le nombre des touristes internationaux, parce qu'un même touriste peut arriver plusieurs fois au cours d'un même voyage. Et donc, les arrivées internationales, c'est un peu plus élevé que le nombre des touristes, mais surtout, le point à considérer, c'est que le tourisme international n'est qu'une petite partie du tourisme à l'échelle mondiale, puisque l'essentiel des flux touristiques se déroule à l'intérieur des frontières nationales. Donc, il n'y a qu'une petite partie des touristes qui sortent des frontières. Pour un pays à haut niveau de vie comme la France, c'est à peu près 20% des Français qui sortent des frontières pendant leurs vacances régulièrement. Donc, ceci pour fixer à peu près les ordres de grandeur lorsqu'on parle de tourisme. Et nous sommes bien, depuis d'ailleurs assez longtemps, dans une période de tourisme de masse, c'est-à-dire où les touristes sont suffisamment nombreux pour remplir, voire saturer un certain nombre de lieux. Alors,
je ne prends qu'un seul exemple pour montrer que les grands nombres dans le tourisme ne datent pas d'hier. Les expositions internationales de la fin du XIXe siècle à Londres puis à Paris ont montré des flux très importants. Si on prend l'exposition de 1900, il y a eu près de 51 millions de visiteurs. Alors évidemment, dans ces visiteurs, il n'y a pas que des touristes, il y a beaucoup de Parisiens. Mais néanmoins, ce sont là des flux qui étaient déjà considérables. Et je rappelle, dans une population qui, à l'époque, en 1900, en France, il y avait 41 millions d'habitants. Donc on avait déjà des flux considérables qui étaient liés à des facilités de transport, en particulier évidemment le train, j'y reviendrai aussi en parlant de tourisme. Donc le contexte dans lequel nous sommes, c'est à nouveau après la coupure brutale liée au Covid, eh bien c'est que les flux sont repartis, en particulier les flux aériens. Là, on a ici, bon, c'est juste pour mémoire, les projections des avionneurs, d'Airbus ou de Boeing qui montrent que les carnets de commandes sont pleins et qui montrent que les flux vont repartir de plus belle avec une augmentation. Et ceci est évidemment en complète contradiction avec ce qu'il faudrait faire compte tenu des problèmes de réchauffement climatique et de transition climatique. Alors donc, du monde, il y en a partout. Donc là, je vais aller très vite parce que c'est juste pour rappeler que les fortes densités maintenant sont le lot du monde dans lequel nous vivons. Des métropoles comme Oslo, où se mélangent touristes et habitants du coin. Évidemment, les grands musées, là, le Louvre et la Joconde, ce qui fait que, d'ailleurs, ce qui est assez pratique quand on arrive à rentrer dans le Louvre, si on ne va pas voir la Joconde, les autres salles sont en général assez désertes. Et puis, dans les hauts lieux touristiques, il y a des lieux qui sont encore plus davantage fréquentés. Il y en a un qui est très remarquable, qui est à Rome, qui est une ville qui accueille à peu près 10 millions de touristes étrangers par an. Il y a la fontaine de Trévi, bon, qui a été rendue célébrissime par une scène culte de la Dolce Vita de Fellini en 1960, à l'époque où d'ailleurs la fontaine elle-même, qui est du XVIIIe siècle, n'avait pas encore été restaurée. Et c'est une scène, alors bon, c'est du cinéma évidemment, mais c'est une scène aujourd'hui hautement improbable parce que quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, quand on regarde la webcam qui rend compte de l'activité à la fontaine de Trévi, on s'aperçoit qu'il y a du monde tout le temps, à toutes les heures. C'est frappant, même en hiver, un 14 janvier à 20h, c'est plein. C'est juste un exemple, le 15 janvier à 7h45, il y a déjà pas mal de monde et il y a déjà, on le voit dans un carton à droite, des Japonais qui se font en robe de mariée photographier. C'est une des figures incontournables dans les villes européennes que ces scènes de mariage dont on fait des photographies dans les lieux les plus romantiques du monde, ça va de soi. Alors, le Mont-Saint-Michel est un des exemples récurrents aussi dans les médias du fait qu'il y a des jours où il y a une véritable saturation. Et le record, effectivement, a été atteint le 18 août 2022 avec plus de 36 000 personnes qui se sont aventurés donc à visiter le mont Saint-Michel, mais j'y reviendrai tout à l'heure quand je présenterai un exemple d'aménagement pour une meilleure régulation des flux. Enfin, en tout cas, c'est le site le plus visité de France en dehors de Paris, avec près de 2,5 millions de visiteurs et avec une réputation désormais quasi mondiale, enfin très internationale. Et pour un lieu donc, qui attire depuis très longtemps. D'ailleurs, il a été créé lui-même déjà pour attirer. Donc il a été créé pour ça, mais certainement pas avec les flux qu'on observe en pointe à l'heure actuelle. Alors là, j'ai pris l'exemple de Cancun, pourquoi pas, mais Cancun, 1969, le début de Cancun, c'est tout à fait contemporain, à très peu d'années près, de ce qui se passe en France. Le littoral languedocien est en cours de construction. Et puis Cancun, c'est à peu près la même, en lits d'hôtel cette fois-ci uniquement, la même quantité, le même nombre de lits que Benidorm. C'est les mêmes ordres de grandeur. On est environ à 86 000 lits d'hôtel, adossés à une ville derrière qui a un peu plus de 900 000 habitants maintenant. Tout ça est contemporain. Et puis là aussi, j'insiste, la montagne, c'est contemporain aussi. Les stations de sport d'hiver, ici on est à La Plagne, la reprise de la construction de la station de La Plagne, c'est 1964. On a ici M2000 au premier plan, la Plagne centre au deuxième plan. Voilà, ce sont des stations des années 60 et terminées au cours des années 70 et 80.
Tout ça est absolument contemporain, même processus, en gros, même clientèle, même marché. Et puis, même problème à gérer. Là, vous avez la station de Super d'Evoluy, puisque ces stations qui ont été créées à cette époque-là vieillissent plus ou moins bien. C'est le même problème pour les stations du Languedoc, pour la plupart d'entre elles. Au bout de 30 ans, 40 ans et plus, on a des logements qui deviennent obsolètes, qui sont progressivement retirés du marché. En montagne, c'est ce qu'on appelle des lits froids, lorsqu'ils ne sont plus commercialisés, lorsqu'ils sont devenus des passoires thermiques. Et on préfère, à l'heure actuelle, c'est malheureusement la politique de l'État, défiscaliser pour construire des nouveaux logements plutôt que de favoriser la rénovation des logements en question, ce qui éviterait d'avoir à artificialiser davantage les sols. On est dans ces logiques que nous connaissons maintenant bien. Alors, troisième et dernier point, pour en arriver au cœur de la question qui vous intéresse directement, la relation entre tourisme et environnement sur le milieu littoral et la question de la gestion des flux dans un milieu qui est sous pression. Alors que le tourisme ait du mal à entrer dans la transition juste, c'est-à-dire, pour simplifier, la transition juste, c'est à la fois l'adaptation à la transition climatique et puis la démocratisation. En France, il y a à peu près 60% des Français qui partent en vacances. Dans un certain nombre de pays voisins, de pays nordiques en particulier, on est à 80%, ce qui veut dire qu'il y a une marge de progression qui n'est pas négligeable. Quant à la contribution du tourisme dans les émissions de gaz à effet de serre, en France, c'est 11%. À l'échelle mondiale, c'est à peu près 8%. Et quand on dit 11% pour la France, bon, l'essentiel, près de 70%, c'est la mobilité, ce sont les transports, évidemment. Et c'est là que le problème se pose, en particulier pour les transports en avion. Je n'ai pas le temps d'en dire plus, c'est juste quelques données de base. Et ça, c'est pour vous démoraliser un tout petit peu, ou au contraire vous donner beaucoup de tonus dans l'adoption de changements de pratiques. Mais selon votre classe d'âge, vous arriverez à vous repérer pour savoir ce qui vous attend vraisemblablement dans les années à venir. Moi, j'ai la chance d'être dans une catégorie de plus 1,5 degré. C'est la seule chance que j'ai. En 1995, deuxième conférence mondiale qui a accouché de la charte du tourisme durable aux Canaries toujours, à Lanzarote. Et donc, c'est une charte qui est pleine de bons principes, mais ce qui est intéressant pour comprendre la difficulté qu'a le tourisme à entrer dans la durabilité, si cela est véritablement possible, c'est que ça fait bientôt 30 ans et qu'on en parle toujours comme un objectif. Voilà, c'est le problème qui se pose. Alors, Lanzarote, qui a été le lieu où s'est déroulée cette conférence, a été un lieu qui était parti pour être, comme le dit cet article, une destination phare du tourisme durable. Mais quand on regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, ça se présente beaucoup moins bien, puisque ça, c'est un article de l'an dernier, où on nous dit que c'est à Lanzarote qu'en Espagne, on a le plus d'hôtels illégaux et le plus d'élus locaux en prison. Donc on voit qu'il y a eu des évolutions difficiles et problématiques par rapport aux principes de base qui avaient été élaborés sur le lieu même. Alors, pour en arriver enfin au cas français, la pression du marché ne faiblit pas. Ça, c'est le résultat d'une enquête de la Fédération nationale de l'immobilier qui est sortie là, cette semaine et qui montre que, contrairement à toute attente, les lieux des communes littorales qui sont soumis aussi bien à érosion qu'à risque de submersion continuent à avoir des prix de l'immobilier qui sont supérieurs à la moyenne nationale. Alors c'est un peu moins que ceux qui ne sont pas exposés à ce type de risque, mais c'est quand même nettement mieux que la moyenne nationale qui est sur le déclin. Là, ça continue, les prix continuent à augmenter. Alors, le problème des fortes variations saisonnières de population se pose partout dans les lieux touristiques. Et ce que fait l'État aujourd'hui, parce que lorsqu'on a affaire à des augmentations de population, par exemple à La Baule, on passe de 17 000 habitants permanents au recensement à 180 000 en pointe. Et donc il y a toute une série de besoins de traitement des déchets, des eaux sales, de traitement de services, de besoins hospitaliers, de besoins de police, de gestion, etc. Et ce qui fait que l'État y répond au bout d'un certain temps en classant les villes dans des catégories supérieures, ce qu'on appelle le surclassement démographique lié à l'économie présentielle. Et par exemple, une ville comme La Baule de 17 000 habitants est maintenant, depuis l'été dernier, dans la catégorie 80 à 150 000 habitants, parce qu'il faut ce type de surclassement pour avoir une aide supérieure de l'État pour gérer des quantités de ce type. Alors, pour la gestion des grands sites,
la politique, la doctrine de l'État depuis les années 90 maintenant, et du Conservatoire du littoral, ça consiste à éloigner les parkings des lieux à visiter. Alors c'est ce qui a été fait à la pointe du Raz. On a éloigné de plus d'1 kilomètre le parking dans une opération grand site en 1991, et c'est la même situation à une échelle différente avec le Mont-Saint-Michel. Vous avez ici le Mont-Saint-Michel avant les grands travaux qui sont des travaux du XXIe siècle, où il y avait cette digue qui empêchait le passage de l'eau et qui en même temps faisait que quand on arrivait au Mont-Saint-Michel, on était dans un parking. Et aujourd'hui, la digue en question a été arasée. On a une passerelle qui passe au-dessus de l'eau et le parking, parce qu'il faut du parking pour accueillir tout ce monde-là. Le parking, il est à au moins 2,5 km du Mont-Saint-Michel. Donc c'est ça la politique de gestion des grands sites aujourd'hui, parce qu'il y a des grands nombres à gérer, on éloigne les parkings. Et pour terminer, les questions de surfréquentation, Sugiton est le cas le plus connu. À Sugiton, on a essayé, puisque c'est dans le parc national, et donc les instances du parc national ont été tentées de faire dans ce qu'on appelle le démarketing, c'est-à-dire de communiquer sur l'excès du nombre pour faire en sorte que les gens, décourager les visiteurs. Mais en cela, les gestionnaires du parc national n'avaient pas très bien compris ce qu'était que la logique touristique, c'est-à-dire plus on parle des choses, y compris pour décourager les gens, et plus ça fait venir de gens. Donc ça n'a pas marché pendant un été, et finalement, on a montré des sacs d'ordures, etc., mais ça ne suffisait pas, ça en a éloigné une minorité, mais ça n'a pas découragé le gros de la troupe. Et donc, depuis l'été dernier, en période de pointe, on en est arrivé à, c'est gratuit d'ailleurs, à ce slogan « Réserver, c'est préserver », ce qui me servira d'ailleurs de conclusion parce que j'ai passé le temps. Merci beaucoup.